lecture de Divergente. Et peut-être que je reprendrai plus tard parce que j'aimerais évidemment vous proposer d'autres lectures, peut-être plus intéressantes, des livres que vous connaissez peut-être pas forcément. Surtout que là, je viens d'acheter plein de nouveaux livres à la FNAC, dont un livre qui s'intitule Le Signal de Maxime Chatham, que je n'ai pas encore commencé. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est tout ce qui touche au roman policier, etc. avec un petit peu de paranormal. C'est aussi un auteur qui écrit beaucoup sur la witchcraft, la sorcellerie. Donc j'ai vraiment hâte de le commencer pour vous faire une lecture parce que je pense que ça peut être super intéressant. Alors évidemment, pour une vidéo ASMR à écouter le soir avant de dormir, c'est peut-être pas la bonne idée. Mais je pense que ça peut être intéressant quand même. Donc aujourd'hui on va lire le chapitre 2 de Divergente. Et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Ok, c'est parti. Les tests commencent après le déjeuner. On s'installe aux longues tables de la cafétéria et ils nous appellent par groupe de 10. Un groupe par salle de test. Je suis assise à côté de Caleb et en face de Suzanne, notre voisine. Comme le père de Suzanne se déplace beaucoup pour son travail, il a une voiture et la conduit tous les jours au lycée. Il a proposé de nous emmener nous aussi, mais comme dit Caleb, on préfère partir plus tard et puis on ne voudrait pas déranger. Cela va de soi. Les volontaires qui font passer les tests sont presque tous des altruistes, à l'exception d'un érudit et d'une audacieuse qui se charge des jeunes altruistes. Le règlement interdit qu'on soit jugé par quelqu'un de sa propre faction. Il précise aussi qu'il n'y a aucun moyen de se préparer au test et je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Mon regard glisse de Suzanne aux audacieux à l'autre bout de la cafétéria. Ils rient, ils crient, ils jouent aux cartes. De leur côté, les érudits bavardent autour de livres et de journaux, constamment en quête de connaissances. Même aujourd'hui. Installés par terre en cercle, des fraternelles habillées en rouge et en jaune se tapent dans les mains en chantant une espèce de comptine. Toutes les 3 minutes, elles éclatent de rire en chœur quand l'une d'elles se fait éliminer et doit s'asseoir au centre. Un peu plus loin, des sincères parlent avec de grands gestes. Ils ont l'air de se disputer, mais ça ne doit pas être sérieux parce que certains sourient. Du côté des altruistes, on attend en silence. Les coutumes des factions dictent même notre comportement pendant les temps morts et passent avant nos vies personnelles. Je ne pense pas que tous les érudits aient envie d'étudier sans arrêt ou que tous les sincères aiment les débats passionnés, mais ils sont aussi contraints que moi par les normes imposées par leur faction. Caleb est appelé dans le groupe suivant. Il marche d'un pas assuré vers la sortie. Je n'ai pas besoin de lui souhaiter bonne chance, ni de lui rappeler qu'il n'a pas à s'inquiéter. Il sait où est sa place, et cela à ma connaissance depuis toujours. Mon tout premier souvenir de lui remonte à mes 4 ans. Il m'a grondé un jour au parc parce que je n'ai pas donné ma corde à sauter à une petite fille qui n'avait rien pour jouer. Il ne me fait pas souvent la morale, mais je décode parfaitement son regard désapprobateur. J'ai essayé de lui expliquer que je n'ai pas les mêmes instincts que lui. Ça ne m'a même pas effleuré l'esprit de proposer mon siège à un sincère dans le bus. Mais il ne comprend pas. Contente-toi de faire ce que tu es censé faire, ne cesse-t-il pas de me répéter. Pour lui, c'est aussi simple que ça, et ça devrait l'être autant pour moi. J'ai une boule dans le ventre. Je ferme les yeux et je reste comme ça pendant 10 minutes, jusqu'à ce que Caleb revienne s'asseoir. Il est livide. Il frotte ses paumes sur ses cuisses, comme moi quand j'ai les mains moites, et lorsqu'il arrête, je m'aperçois qu'il a les doigts qui tremblent. J'ouvre la bouche
bouche pour lui poser une question, mais les mots ne sortent pas. Je n'ai pas le droit de l'interroger sur ses résultats, et lui n'a pas le droit de m'en parler. Un volontaire altruiste appelle le groupe suivant, 2 audacieux, 2 érudits, puis altruiste, Suzanne Black et Béatrice Prior. Je me lève parce que je n'ai pas le choix, mais si je m'écoutais, je resterais assise sur ma chaise jusqu'à la fin des temps. Je sens comme une bulle dans ma poitrine qui enfle de seconde en seconde et menace de me faire exploser. Je suis Suzanne vers la sortie. Ceux qui nous voient passer doivent avoir du mal à nous distinguer. On est toutes les deux habillées pareilles et nos cheveux blonds sont coiffés de la même façon. La seule différence est que Suzanne ne se sent peut-être pas sur le point de vomir et qu'elle n'a pas non plus les mains qui tremblent au point de devoir agripper l'ourlet de sa jupe pour les affermir. Derrière la cafétéria se trouve une rangée de 10 salles. Je n'y suis jamais venue. Elles ne servent qu'aux tests d'aptitude. Elles sont séparées non pas par des vitres comme les autres salles du lycée, mais par des miroirs. Je me regarde, pâle et terrifiée, avancer vers l'une des portes. Suzanne m'adresse un petit sourire nerveux en entrant dans la salle 5 et j'entre dans la 6 où m'attend une audacieuse. Elle n'a pas une allure aussi macabre que les jeunes audacieux que je croise d'habitude. Elle a des cheveux noirs et raides, des petits yeux noirs et porte un jean et une veste noire coupée comme une veste d'homme. C'est seulement au moment où elle se retourne pour fermer la porte que je découvre un tatouage sur sa nuque, un faucon noir et blanc à l'œil rouge. Si je n'avais pas l'impression que mon cœur m'est remonté dans la gorge, je lui demanderais quel sens il a. Ça veut sûrement dire quelque chose. Les murs sont couverts de miroirs. Je vois mon reflet sous tous les angles. Le tissu gris qui camoufle mon corps, mon long cou, mes mains aux jointures noueuses, rougies par un afflux de sang. Un plafonnier projette une lumière blanche. Au milieu de la salle, il y a une machine à côté d'un siège incliné qui ressemble à un fauteuil de dentiste. Le tout fait penser à un engin de torture. Ne t'inquiète pas, me dit la femme, ça ne fait pas mal. Sous l'éclairage, ses cheveux noirs m'apparaissent parsemés de mèches grises. Assieds-toi, mets-toi à l'aise, ajoute-t-elle. Je m'appelle Tori. Je m'assois gauchement et je me laisse aller contre l'appui-tête. La lumière m'agresse. À ma droite, Tori bricole la machine. J'essaie de me concentrer sur elle pour ne pas penser au fil qu'elle tient à la main. Pourquoi un faucon ? Bredouillai-je tandis qu'elle me fixe une électrode sur le front. C'est la première fois que je rencontre un altruiste curieux, commente-t-elle d'un air surpris. Je frissonne et mes bras se couvrent de chair de poule. Ma curiosité est une erreur, une trahison des valeurs de ma faction. Elle pose une autre électrode sur ma tempe en fredonnant et m'explique. Dans certaines cultures de l'Antiquité, le faucon symbolise le soleil. À l'époque où je me le suis fait tatouer, je me suis dit que si j'avais toujours le soleil sur moi, je n'aurais plus peur du noir. J'ai beau essayer de me retenir, la question suivante se rend malgré moi. Vous avez peur du noir ? J'avais peur du noir, rectifie-t-elle. Elle pose une électrode sur sa propre tempe et y accroche un fil, puis hausse les épaules. Maintenant, il me rappelle que j'ai trouvé en moi les ressources pour surmonter cette peur. Tori passe derrière moi. Je serre les accoudoirs si fort que mes jointures blanchissent. Elle tire d'autres fils, en fixe sur moi, sur elle, sur la machine, puis me tend une fiole remplie d'un liquide transparent. Bois. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui va se passer ? J'ai la gorge nouée et du mal à avaler ma salive. Ça, je ne peux pas te le dire, mais ne t'inquiète pas, fais-moi confiance. J'expulse l'air de mes poumons et je verse le contenu de la fiole dans ma bouche. Mes yeux se ferment. Lorsqu'ils se réouvrent, quelques secondes plus tard, je me trouve ailleurs. Je suis de retour dans la cafétéria, mais les longues tables sont inoccupées et je vois de la neige tomber dehors à travers les panneaux vitrés. Sur la table devant moi, il y a 2 paniers, contenant l'un un morceau de fromage et l'autre un couteau long comme mon avant-bras. Derrière moi, une voix de femme m'ordonne. Choisis. Pourquoi ? Choisis. Je regarde par-dessus mon épaule, mais il n'y a personne. Je me tourne de nouveau vers les paniers. Qu'est-ce que je dois faire avec ? Choisis, braille-t-elle. Le fait qu'elle me crie dessus a chassé ma peur et n'a réussi qu'à me braquer. Je croise les bras en serrant les dents. Comme tu voudras, dit-elle.
Les paniers disparaissent, une porte grince et je me retourne pour voir qui vient d'entrer. Ce n'est pas qui, mais plutôt quoi. Un chien au museau allongé qui se tient à quelques mètres de moi. Il s'aplatit au sol, retrousse les babines et s'approche lentement. Un grondement sourd monte de sa gorge et je comprends à quoi aurait pu me servir le fromage ou le couteau. Malheureusement, il est trop tard. Je pourrais essayer de m'enfuir, mais il serait plus rapide que moi. Je ne peux pas le plaquer au sol. Je sens des coups de pilon dans ma tête. Je dois me décider. Si j'arrive à sauter par-dessus une table et à la prendre comme bouclier. Non, je suis trop petite pour sauter par-dessus et pas assez forte pour la renverser. L'animal montre les crocs avec un grognement qui me semble résonner jusque dans mon crâne. Dans mon livre de biologie, on explique que les chiens peuvent détecter l'odeur de la peur parce qu'en situation de stress, nous sécrétons un produit chimique identique à celui que dégage leur proie. C'est l'odeur de cette substance qui les incite à attaquer. Le cerbère s'approche de moi peu à peu en raclant le carrelage de ses griffes. Je ne peux pas m'enfuir, je ne peux pas me défendre. Il n'y a pas de blanc dans ses yeux, rien qu'une lueur sombre. Qu'est-ce que je sais d'autre sur les chiens? Qu'il ne faut pas les regarder en face. C'est un signe d'agression. Je me rappelle que quand j'étais petite, j'en voulais un. Maintenant, les yeux rivés par terre entre les pattes de celui-là, je serais bien en peine de dire pourquoi. Il se rapproche toujours, sans cesse de gronder. Si le fixer est un signe d'agression, quel est le signe de soumission? Ma respiration est bruyante mais régulière. Je me laisse tomber à genoux. M'allonger devant ce chien avec le visage au niveau de ses crocs est bien la dernière chose que j'ai envie de faire, mais c'est ma meilleure chance. Je me couche à plat ventre, jambes tendues, en appui sur les coudes. Il s'approche encore, toujours plus près, jusqu'à ce que je respire son haleine chaude et fétide. J'essaie de ne pas penser à ce qu'il a pu manger. J'ai les bras qui tremblent. Il m'aboie dans l'oreille et je serre les dents pour ne pas crier. Soudain, je sens quelque chose de râpeux et d'humide sur ma joue. Il a cessé de gronder, et quand je relève la tête pour le regarder, il halète. Il m'a léché le visage. Je fronce les sourcils et je m'accroupis. Le chien pose ses pattes sur mes genoux et me lèche le menton. Avec un mouvement de recul, j'essuie sa bave sur ma joue et je ris. Tu n'es pas si méchant au fond. Je me relève lentement pour ne pas le surprendre, mais on ne dirait plus la même bête qu'il y a quelques instants. J'approche une main assez prudemment pour pouvoir la retirer au cas où. Il tend la tête et vient s'y frotter. Finalement, je suis content de ne pas avoir choisi le couteau. Je cligne des yeux et quand je les réouvre, il y a une petite fille en robe blanche à l'autre bout de la salle. Elle tend les mains en piaillant. Chien! Elle accourt vers nous et j'ouvre la bouche pour l'avertir. Trop tard, le chien l'a vue. Aussitôt, il aboie en montrant les crocs et bande ses muscles comme des ressorts prêts à bondir. Sans réfléchir, je saute sur lui en refermant mes bras autour de son cou. Ma tête heurte le sol et ils ont disparu. Je suis seule dans la salle de test. Je tourne lentement sur moi-même, mais il n'y a plus de miroir pour me renvoyer mon reflet. J'ouvre la porte et je sors dans le couloir, qui n'est plus un couloir. Me voilà dans un bus où toutes les places sont prises. Je reste dans l'allée en me tenant à une barre. Assis à côté de moi, un homme lit son journal qui lui masque le visage. Mais je vois ses mains crispées sur le papier, comme s'il voulait le déchirer. Elles sont couvertes de cicatrices comme des brûlures. « Tu connais ce type ?» me demande-t-il. Il tapote du doigt la photo qui illustre l'article de la première page. Le titre annonce « Un violent meurtrier enfin arrêté ». Je fixe le mot meurtrier. C'est un mot que je n'ai pas vu depuis longtemps et le seul fait de le lire me remplit d'effroi. Sous le gros titre, la photo montre un homme jeune, barbu, tout ce qu'il y a d'ordinaire. Sa tête me rappelle quelqu'un sans que je puisse dire qui. Et au même moment, je songe que ce ne serait pas une bonne idée de l'avouer au type du bus. Alors, tu le connais? Il a de la colère dans la voix. Ce serait même une très mauvaise idée. Mon cœur bat à tout rompre et je serre la barre pour empêcher mes mains tremblantes de me trahir. Si j'admets que je connais peut-être l'homme de la photo, il va m'arriver quelque chose d'horrible. Mais je peux aussi lui faire croire le contraire. Je peux m'éclaircir la voix et hausser les épaules, sauf que ce serait un mensonge. Je m'éclaircis la voix. Alors, répète-t-il. Je hausse les épaules. Eh bien, un frisson me parcourt de la tête aux pieds. Ma peur est irrationnelle, ce n'est qu'un test, pas la réalité. Non, dis-je d'un
perdu dans un rictus. Comme ses mains, une de ses joues est couturée de cicatrices. Il se penche vers moi, son haleine sent le tabac. Ce n'est pas la réalité, me répétai-je, pas la réalité. Tu mens, me lance-t-il, tu mens. Non, je ne mens pas. Je le vois dans tes yeux. Je me redresse. Ce n'est pas vrai. Si tu le connais, reprend-il à voix basse, tu peux peut-être me sauver. Me sauver. Je plisse les yeux. Eh bien, je ne le connais pas. Voilà pour la lecture du chapitre 2 de Divergente. J'espère que ça vous a plu. Je voulais aussi vous demander une petite chose. J'aimerais pour une prochaine vidéo faire une vidéo déclencheur où je chuchote vos mots déclencheurs préférés. Donc j'ai déjà une petite liste personnelle, mais ce serait bien que j'intègre certains de vos mots dans la vidéo pour que ça devienne un petit peu interactif. Donc ce que j'aimerais bien, c'est que avant de quitter la vidéo, vous me laissiez votre petit mot en commentaire et comme ça vous la retrouverez dans la vidéo que je publierai certainement dans quelques semaines, puisque pour le moment je suis dans ma semaine de Pâques. Donc voilà, je vous remercie d'avance de m'avoir écouté et j'espère que ça vous aura plu. Alors je vous dis